l'oreille interne, on a des capteurs. Donc si je tourne la tête vers la gauche ou si mon corps entier tourne vers la gauche, mon oreille capte ce mouvement et j'arrive à caler mon regard. Quand il y a un souci dans l'oreille interne, parfois on a l'impression de tourner alors qu'on ne tourne pas, et c'est cette impression de rotation sur soi-même alors qu'on n'est pas en train de tourner qui a un vertige. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de démarrer la semaine avec vous. Et figurez-vous que cette semaine, dans toute la France, se déroule la semaine de l'équilibre et du vertige. Et à noter qu'après la Tunisie l'année dernière, le Maroc et l'Algérie rejoignent l'initiative cette année pour sensibiliser les praticiens et patients du Maghreb aux troubles de l'équilibre et au vertige et aux moyens de les prendre en charge. Alors, c'est avec nous sur ce plateau aujourd'hui le docteur Christian Chabert. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes créateur du groupement de recherche physiopathologique vestibulaire ou GDR Vertige, qui rassemble des chercheurs, des cliniciens, tous ceux que le vertige intéresse. Tout à fait. Pourquoi c'était urgent finalement de réunir tout le monde Alors c'était urgent. Au cours de cette émission, on va dresser l'état des lieux. C'est des pathologies qui sont particulières, on va le voir. Mais pourquoi vous avez eu ce besoin, vous, de réunir les différents acteurs du vertige tout simplement parce que je me suis aperçu en 2014, j'ai créé en 2015. En 2014, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'acteurs médicaux, des chercheurs en France, mais ils étaient très peu connectés en fait. Très peu connectés, il n'y avait pas beaucoup de partage entre eux. Et donc, j'ai lancé cette idée de créer un groupe fédératif, un groupe thématique qu'on appelle autour de ce thème-là, du vertige, des troubles de l'équilibre des vertiges, pour pouvoir faire travailler ensemble les gens et s'améliorer au bénéfice du patient. Bien, le professeur François Simon est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes ORL, voilà. Et vous exercez à Paris. C'est ça, donc je travaille à l'hôpital Necker enfants malades, donc avec en plus particulièrement avec les enfants. Mais c'est vrai que j'ai une thématique de recherche sur le vestibule, dont on parlera, qui est l'organe qui permet justement, qui participe à la stabilité et puis qui peut donner des symptômes de vertige quand il y a un problème. Et c'est vrai que moi, de mon point de vue, donc je suis médecin universitaire. Et c'est vrai que rejoindre le GDR Vertige, ça a été une formidable opportunité parce que ça permet de rencontrer des personnes de métiers différents et également d'environnements différents, parce que même parmi les médecins, il y a beaucoup de libéraux qui s'occupent de patients vertigineux. Il y a évidemment des hospitaliers et des universitaires, mais ce n'est pas forcément des personnes qu'on va croiser ou contacter tous les jours. Et après, il y a les autres métiers, et donc effectivement, on a les chercheurs, on a les rééducateurs, donc les kinés vestibulaires, et on travaille tous avec les mêmes patients, et pourtant, effectivement, on n'avait pas beaucoup d'échanges auparavant, donc c'était un moyen de croiser les regards et de travailler ensemble. Par exemple, les enfants qui ont souvent le mal de la route, c'est des vertiges ou ça s'y apparente ou ça n'a rien à voir? Alors le vertige, c'est un symptôme qui veut juste dire qu'on a une sensation de rotation. Donc c'est un mot qui est très utilisé par les patients pour décrire une sensation désagréable. C'est pas forcément en lien avec l'organe vestibulaire qui est donc un organe qui est à l'intérieur de l'oreille, donc de l'oreille interne. Donc on va voir le terme que nous avons choisi notamment, c'est l'autoneurologie vestibulaire, pour parler de l'ensemble du système, parce que justement, c'est pas que l'oreille interne, c'est également le cerveau qui reçoit des informations de l'oreille interne et qui les intègre avec d'autres informations. Mais le mal de la route, par exemple, quand on a mal au cœur en voiture, ça s'apparente à un vertige, c'est le même système Justement, le cerveau, il essaye d'intégrer la vision, les sensations proprioceptives, donc par exemple on sait qu'on est assis, qu'on est debout, qu'on est sur le côté, et les informations de l'oreille. Et quand il y a un conflit entre ces informations-là, donc typiquement c'est ce qui passe en voiture, parce qu'on est assis, donc on ne bouge pas, on regarde par la route, ça bouge, et on a des sensations quand ça accélère et quand on freine, le cerveau il ne comprend pas qu'à la fois on ne bouge pas et à la fois on bouge. Et donc ça peut déclencher une sensation de vertige. Alors c'est pas un vrai vertige, mais on a une sensation désagréable qui peut s'apparenter à un vertige. Et pourquoi avec le temps ça passe en fait? Pourquoi c'est vrai quand on est enfant et après c'est moins vrai quand on est adulte? Alors chez l'enfant, on a évidemment quelqu'un qui est encore en maturation et en développement, donc il y a des choses qui changent et qui évoluent. Le cerveau apprend justement à pondérer les entrées visuelles, les entrées de l'oreille interne et à se rendre compte que
Quand c'est pas parfaitement coordonné, peut-être que en fait il faut pas tout de suite mal interpréter les choses. Et après, je vais peut-être passer également la main à mon collègue kiné parce qu'on peut rééduquer ça voisin. Justement. Ouais. Votre voisin qui s'appelle Loïc Vest, bonjour et bienvenue. Bonjour. Oui, vous êtes kinésithérapeute, rééducateur vestibulaire à Paris, que vous pratiquez depuis 2017. Comment vous en êtes arrivé à cette... Parce que c'est une spécialité, hein. Alors, la rééducation spécialité, spécificité fait débat, mais effectivement, c'est une activité qui est très particulière, qui demande une formation et un matériel très spécifique qui nous permet d'avoir une idée de l'utilisation de l'oreille interne dans cette pathologie, cette physiopathologie. Et alors, l'introduction du mal et transport est parfait pour nous, parce que nous, en rééducation vestibulaire, on va essayer, dans ce GDR, en tout cas, de montrer qu'on peut avoir une utilité, une complémentarité dans l'explication des symptômes du patient. Et du coup, dans le mal et transport, par exemple, si vous faites tous les examens au niveau de l'oreille interne, tout va bien, tout l'examen de la vision va bien, mais l'intégration des deux, donc la synchronisation des deux ne marche pas. Et donc nous, on a des examens, des tests qui vont nous permettre d'objectiver des pertes de la fonction, ou des troubles de la fonction qui vont donner des symptômes. Donc les patients ont, alors parce on va faire la différence peut-être avec le vertige et la sensation vertigineuse, qui n'est pas la même chose. Le vertige, ça tourne. La sensation vertigineuse, c'est le bateau qui part et qui commence à partir. Et on a une perte de stabilité. Et dans le mal des transports, on n'a pas un vertige, on a une sensation vertigineuse. Et donc, nous, en rééducation, notamment dans ce mal des transports, nous, on a une thématique de recherche qui m'est propre, c'est la commotion cérébrale, donc les symptômes persistants après un trauma crânien, qui vont être pareils. On aura peu d'atteinte de l'oreille interne, mais un trouble fonctionnel. Et nous, en rééducation, on va essayer d'objectiver ceci. Bon, c'est pareil pour le mal de mer. C'est pareil pour le mal de mer. C'est le même. C'est le même principe. C'est-à-dire que, mais c'est bien de commencer par ça d'ailleurs. Parfait. On est hors pathologie, mais c'est pour les auditeurs, je crois que c'est très intéressant. C'est pour la sensation que ça peut évoquer et que tout le monde pourrait avoir vécu parce que tout le monde n'a pas eu de vertige. Oui, et pas que les enfants, bien entendu. On a beaucoup d'entre nous ont eu le mal de mer. Mais l'idée, c'est que le système de l'équilibre, il est essentiel à notre interaction avec l'environnement. C'est-à-dire, on doit rester debout. En fonction de nos déplacements, quand on se déplace, on a les yeux qui se déplacent, on a notre corps qui se déplace, et donc on a ces capteurs, des capteurs très très sensibles qui sont dans l'oreille, juste à côté du capteur de l'audition. Là, vous montrez pas l'oreille, vous montez le dessous de l'oreille. Oui, parce que je ne vais pas mettre le doigt dans d'accord. Donc c'est vraiment dans l'oreille. C'est vraiment à côté. Voilà, on a un capteur, un petit niveau de maçon là, qui en fait va nous permettre de savoir exactement dans quelle position est notre tête. Et ces informations vont partir au cerveau via un nerf, le nerf vestibulaire, et seront intégrées. Et c'est grâce à ces informations qu'en continu, le cerveau va nous permettre d'avancer sans tomber, de renvoyer un revers, la balle de tennis qui nous a envoyé sans se cracher sur le sol, etc. etc. Donc, qu'est-ce qui se passe lors d'un mal de mer ? En fait, quand vous faites du jet ski, vous n'avez pas de mal de mer. Pourquoi ? Parce que les informations de positionnement du corps vont venir à la fois des capteurs vestibulaires, mais également de la vision et ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire les terminaisons nerveuses que l'on a sur le corps, l'abdomen, les jambes. Donc, elles sont complètement cohérentes en jet ski parce que on bouge beaucoup et le cerveau reçoit des informations cohérentes de ces capteurs. Maintenant, si vous êtes sur une barque, sur la Seine ou sur une calanque de Marseille et quand il y a de la houle, effectivement, une houle de 20 cm va dire à vos capteurs « attention, ça bouge », mais les yeux et le corps vont dire « non, nous on sent rien ». Et c'est là qu'il y a une incohérence et c'est là que se crée le mal de mer, tout simplement parce que c'est une réaction qu'on appelle de stress et qui va induire, comme les autres stress, des sudations, accélération cardiaque, etc. Et l'envie de vomir. Voilà. Oui, parce que le vomissement, lui, c'est quelque chose qui nous reste depuis très 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 longtemps dans le passé, où en fait, quand il y a un stress violent, la peur d'un chien ou autre, on va vomir. Ça reste de nos ancêtres, les dinosaures, quand on vidangeait son estomac de peur de mourir, c'était ça. Bien. Avec le niveau d'information dont on dispose aujourd'hui, qui veut définir le vertige ? C'est vous, l'ORL. Alors, c'est l'ORL, le tout-bip du vertige, non ? C'est ça ? Alors, déjà, c'est une excellente question, parce que sur le plan international, c'est pas forcément l'ORL. Comme on a vu, c'est à la fois un problème au niveau de l'oreille, et après, c'est également parfois des problèmes d'interprétation au niveau du cerveau. Et dans d'autres pays, par exemple, c'est les neurologues qui vont plutôt s'occuper des vertiges. En France, effectivement, c'est plutôt les ORL, mais c'est des ORL généralement spécialisés. Tous les ORL n'ont pas forcément l'équipement ou forcément les compétences, parce qu'ils ne voient pas forcément ces patients-là, pour prendre en charge un vertige. Donc il y a vraiment une compétence spécifique pour la prise en charge des vertiges.
Alors pour répondre à la question, que le vertige, effectivement, c'est cette sensation de rotation. Un exemple, donc effectivement, dans l'oreille interne, on a des capteurs. Donc si je tourne la tête vers la gauche, ou si mon corps entier tourne vers la gauche, mon oreille capte ce mouvement et j'arrive à caler mon regard. Typiquement, je n'ai pas les yeux qui partent avec la tête, j'arrive à rester fixe sur quelque chose. Quand il y a un souci dans l'oreille interne, parfois on a l'impression de tourner alors qu'on ne tourne pas, et c'est cette impression de rotation sur soi-même alors qu'on n'est pas en train de tourner qui a un vertige. Donc les gens, ils vont dire, ça peut être variable, ils vont dire, j'ai l'impression que tout tourne autour de moi, ou j'ai l'impression de tourner. Bon, ça, la différence, elle n'est pas très importante, mais cette sensation de rotation, qui n'est pas une vraie rotation, et donc, encore une fois, ça crée un conflit. Le cerveau reçoit une information, on tourne alors qu'on ne tourne pas, et donc on a cette sensation de vertige, mais dans ce cas-là, c'est pas un souci d'intégration comme sur le bateau. Là, c'est une vraie pathologie, c'est que c'est l'oreille interne qui donne un mauvais signal au cerveau. Et donc ça va faire la sensation de vertige. Est-ce que c'est la sensation d'être sous ? Ça y ressemble ou pas ? C'est souvent ce que disent les patients. Quand on essaye de... Ouais. C'est très compliqué d'avoir le contact avec le patient qui essaye d'expliquer son sensation. Ce qu'il vit, J'ai mal au poignet, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la tête. C'est facile de montrer. Le patient qui exprime un vertige, c'est souvent très complexe de l'exprimer et de le comprendre. Parce qu'on a vu, une expression du vertige peut donner des pathologies différentes. Et souvent, dans nos consultations, moi souvent je casse un peu la glace et je dis c'est comme si vous êtes trop bu ou comme si vous êtes sur un bateau. C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ce qui me fait. Donc essayez par le discours du patient, par faire sortir justement l'expression du symptôme vertigineux, nous aiguille dans le diagnostic, en tout cas fonctionnel ou diagnostic médical. Alors, Christian Chabert, vous qui avez vécu un vertige récemment, est-ce que vous pouvez nous exprimer avec vos propres mots de spécialiste ce que vous avez vécu la semaine dernière ? Oui, après 30 ans de recherche sur le vertige, à écouter les patients, à parler à mes collègues, bien sûr, chercheurs, je n'avais jamais ressenti un vertige. Et pourtant, j'étais convaincu que c'était terrible, effectivement. Effectivement, il y a une semaine, voilà, à la fin d'un dîner, tout simplement, la cause n'est pas... Je ne peux pas connaître la cause aujourd'hui, parce que c'était peut-être trop chaud l'après-midi, un coup de soleil, des choses comme ça. En fait, tout d'un coup, dans mon cas, c'était une sensation d'instabilité. Donc, le monde autour de moi se met à tanguer, en fait. C'était pas rotatoire, c'était à tanguer. Et ça augmente, ça devient de plus en plus prenant, de plus en plus violent, 10 minutes, un quart d'heure. Et là, je racontais que lorsque j'ai commencé à marcher sur une petite côte en face de moi, j'ai senti mes jambes devenir des poteaux. Et comme si je rapetissais, comme si je rentrais dans la terre. C'était très étonnant. Et c'est des symptômes que je peux citer parce que j'ai déjà entendu d'autres patients, bien sûr, des atteintes de certains capteurs en particulier. On parlera des différents capteurs de l'oreille peut-être tout à l'heure. Et là, effectivement, connaissant le domaine, j'ai pas paniqué, mais c'est terrible. C'est quelque chose, c'est une sensation. Pourquoi c'est pas paniquant ? Non, j'ai pas paniqué parce quand je dis c'est pas paniquant, c'est pas grave ? Un vertige ? Alors, selon sa cause et selon ses conséquences, ça peut être très grave. C'est-à-dire, ça peut vous bouffer la vie, on va le dire, pendant des années. On a des patients qui souffrent de vertige et d'instabilité chronique tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut plus soulever son enfant. Quand je disais c'est grave, voyez, c'est là où j'ai mal posé la question. Parce que ça veut dire que ça n'annonce pas, par exemple, je ne sais pas moi, un AVC, alors tout à fait, on va pouvoir l'évoquer tout à l'heure. Ça peut annoncer un AVC. Non, si vous voulez, moi j'ai trouvé ça... J'étais curieux que ça m'arrive et en fait je voulais voir ce que c'était. Voilà. Mais effectivement, vous avez fait quoi ? Vous êtes assis ? Alors j'ai commencé à marcher et je vous dis en montant cette petite pente, j'ai commencé à me dire oh là là mais tu arrives pas, tu sens tes jambes qui sont très lourdes. Ensuite je suis monté à la chambre et là dans l'escalier je n'arrivais pas à monter. Donc on m'a tenu. J'arrivais pas à me stabiliser, j'arrivais pas à monter parce que chaque fois que ma tête se soulevait, j'avais des stimulations qui étaient erronées, mon cerveau l'interprétait. Et ce n'est qu'au bout de 2 heures que ça s'est calmé, comme c'était arrivé, point barre. Et donc je suis content que ça se soit bien passé et que voilà, on a fait quelques signes neurologiques, tests neurologiques, mais tout allait bien. Mais effectivement, on va voir que alors ce système, tout à l'heure donc François l'a dit,
On a des capteurs dans l'oreille, des capteurs sensoriels. On va en parler après la pub. Ouais, on a le temps, puisque jusqu'à 13h, on parle des vertiges. Des vertiges en tant que tels. Voilà, d'accord, on rentre dans le détail tout à l'heure. Une semaine pour parler des vertiges dans toute la France, puisque c'est la semaine de l'équilibre et du vertige. Et on en parle ce matin jusqu'à 13h avec mes invités. Le docteur Christian Chabert qui est avec nous, qui a créé le groupement de recherche physiopathologique vestibulaire. Nous avons Loïc Vest qui est avec nous, qui est kinésithérapeute, rééducateur vestibulaire. Et puis le professeur François Simon qui est ORL à l'hôpital Necker à Paris. Alors, quand on parle de vertige, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on peut définir les causes des vertiges ? Tiens, l'ORL. Parce que vous allez dire. J'aimerais bien connaître la réponse à cette question. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, même parmi les spécialistes, il y a encore beaucoup de choses qui sont méconnues. Mais si on veut revenir sur les points importants, je pense que l'urgence principale en tant que médecin, quand on voit un patient qui a un vertige, ça va être d'éliminer des causes neurologiques. Alors évidemment, en tant qu'ORL, c'est pas des choses qu'on va après traiter, mais c'est des choses où il faut savoir aiguiller le patient soit directement vers les urgences ou vers des neurologues parce que c'est des problèmes centraux. Et là, effectivement, la grande crainte, ça va être des accidents vasculaires cérébraux, donc des AVC. Et comme on l'a expliqué, effectivement, tout le système vestibulaire, c'est à la fois les capteurs au niveau des oreilles, mais après, c'est également l'intégration dans le système nerveux central, donc dans le cerveau au sens large. On peut avoir des vertiges en ayant un problème dans le cerveau. Même si l'oreille va très bien, les capteurs captent très bien, mais c'est le traitement de l'information qui se passe mal. Et donc ça, c'est l'urgence. Okay. La plupart des maladies d'origine ORL, donc dans les oreilles, ça peut être extrêmement invalidant, mais c'est plutôt des problèmes chroniques, ou en tout cas on n'est pas dans l'urgence pour les prendre en charge, même si évidemment ça peut être extrêmement compliqué pour les patients. C'est pas la même aiguillage, la même rapidité de prise en charge qu'un patient évidemment qui a un AVC ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est la première chose, et ça peut être la gravité du symptôme du vertige. Quand on est médecin ou quand on est kiné, parce qu'on va en parler, mais malheureusement, il n'y a pas forcément beaucoup de médecins disponibles qui connaissent bien la pathologie. Il y a beaucoup de patients qui vont trouver la première personne qui peut les aider, les prendre en charge, et parfois, cette première personne, c'est un kiné, et ils ont également cette difficulté de savoir aiguiller le patient, et voilà. Pourquoi ? Ça veut dire que les médecins sont mal formés au vertige, ou c'est parce qu'ils n'ont pas de réponse ? C'est compliqué. Également du côté du médecin, c'est une pathologie qui n'est pas évidente à comprendre. Si on veut aller un petit peu plus loin, il faut avoir du matériel également. Donc le médecin généraliste ou même l'ORL généraliste n'a pas forcément le matériel pour aller très loin. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément avoir beaucoup de patients. Donc ils n'ont pas forcément une expérience importante dans le vertige pour les ORL en tout cas. Et donc c'est des choses qui sont compliquées à comprendre et qu'on ne va pas forcément savoir aiguiller. Donc il y a un souci clair de formation, au moins au premier niveau, pour aiguiller entre les choses urgentes et les choses moins urgentes ou ORL, ou après on peut adresser vers un spécialiste qui va pouvoir prendre en charge précisément les choses. D'accord. Mais si j'ai bien compris, il faut évacuer donc la pathologie neurologique. C'est ça. En urgence, c'est ça qu'il faut évacuer. Exactement. Et ce qu'on enseigne aux étudiants en médecine, c'est de faire un examen neurologique, un examen clinique, donc sans être encore à l'étape de l'IRM ou tout ce qu'on veut. Déjà d'examiner le patient sur le plan neurologique pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres choses qui soient problématiques, effectivement. Alors, quelles sont les pathologies qui peuvent donc créer des vertiges ? Christian Chabert, on n'a pas des vertiges comme ça du jour au lendemain. Non, justement, et on verra que selon la pathologie, effectivement, on peut avoir des vertiges qui vont durer quelques heures, quelques minutes, quelques heures, voire qui vont nous accompagner malheureusement pendant une grosse partie de notre vie. Donc on va avoir, comme vient de le dire François Simon, des atteintes qui vont pouvoir toucher les organes de l'oreille. Alors ça peut être des causes qui vont être virales, ça peut être des causes qui vont être ischémiques, c'est-à-dire une petite AVC locale, ça arrive, une petite artère qui va se boucher, donc privation d'oxygène et ça va souffrir. Le vieillissement, qui n'est pas une pathologie en tant que telle, mais qui fait vieillir tous les sens finalement. Comme on entend moins avec l'âge, comme on voit moins avec l'âge, notre vestibule aussi vieillit.
Et donc, ça va apporter des soucis dans l'interprétation du mouvement. Pareil, voilà. Et donc, le traumatisme, bien entendu. Tout à l'heure, on va parler avec Loïc du traumatisme dans le sport, en particulier, des traumatismes crâniens, en particulier, qui sont en lien, chez lesquels on trouve beaucoup de vertiges. Hein. Et puis, il y a au niveau central, comme ça a été dit, certaines fois, bien, soit des tumeurs, soit des zones d'AVC, qui vont toucher, je dirais, la partie disque dur. D'accord ? Et donc, quand on touche ces parties-là disque dur, on va retrouver des atteintes comme si un signal erroné nous venait de la périphérie. Et le dernier étage de la fusée, je dirais, c'est ce sur quoi maintenant les chercheurs dans le monde commencent à travailler beaucoup, c'est le lien entre vertige et santé mentale, parce que effectivement, lorsqu'on s'aperçoit que quand certaines zones du cerveau qui sous-corticales, qui sont là pour capter ces informations sensorielles, d'ailleurs même les autres informations sensorielles, eh bien, sont aussi mises en jeu avec les émotions. D'accord ? Donc c'est des zones aussi qui captent l'émotion. Et donc dans certaines situations émotionnelles fortes, des burn-out et autres, pour citer que ça, eh bien on va retrouver des patients qui vont nous dire moi je suis pas bien, je me sens instable, etc. Donc vous voyez, ça rejoint la question de quel médecin cibler. Est-ce que ce sont des patients qui se créent eux-mêmes leur vertige ou qui se créent eux-mêmes leur vertige? Ou est-ce qu'on pourrait se créer ces vertiges? Se les créer, non, mais en fait, une surcharge émotionnelle va forcément impacter sur certaines zones du cerveau et on va faire de la douleur chronique, on va faire des instabilités vestibulaires. Donc pour nous, c'est compliqué parce qu'un diagnostic périphérique va être bon, mais par contre, au niveau central, on peut avoir Et moi, j'ajouterais quelque chose, j'ajouterais la condition physique. Parce que je vois, par exemple, avec le Covid, on a eu une sédentarité globale, tout le monde s'est mis à s'arrêter de bouger, et des personnes qui avaient une activité physique, qui bougeaient, qui allaient au travail, qui sortaient, qui voyaient du jour, du côté social aussi, ils bougeaient, ils entretenaient une fonction vestibulaire et physique qui permettait de compenser des petits déficits. Je pense qu'on n'est pas tous égaux au niveau physique et au niveau génétique par rapport à ça. Ça, je laisse parler peut-être professeur François Simon. Mais je pense que le fait de bouger, comme la douleur, je mettrais un parallèle entre le vertige et la douleur, qui est une sensation, une information sensorielle que le cerveau va traiter, et que pendant le Covid, par exemple, tout le monde s'est arrêté, et à la reprise après Covid, tout le monde s'est mis à avoir des sensations vertigineuses, sans avoir atteint de l'oreille interne, mais qui compensaient par le mouvement et le fait de s'être arrêté, des sensations sont apparues. Et du coup, le fait d'arrêter le mouvement, d'être plus sédentaire, augmente ces sensations vertigineuses. Et dans quelle catégorie classez-vous la maladie de Meunière ? Je vais essayer de répondre à cette question. François Simon, oui. Merci. Donc, la maladie de Meunière, c'est une maladie, pour le coup, qui est dans l'oreille. Donc, c'est pas une maladie qui est au niveau central. C'est un diagnostic qui est posé par consensus, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de test qui permet d'affirmer qu'il y a un Meunière. Déjà, pour toucher un petit peu à quel point c'est assez complexe. Donc, on a un ensemble de tests qui vont être orientés vers une maladie Meunière, mais le diagnostic, c'est des critères, en fait. Donc, typiquement, il faut avoir déjà fait une crise. Donc, il faut avoir fait au moins 2 crises. Donc, c'est une maladie qui, par définition, en fait, va revenir avec des crises de vertige qui vont à des rythmes variables, mais en tout cas, c'est par définition quelque chose qui revient. Et donc, c'est un dysfonctionnement au niveau de l'oreille interne, très probablement par des variations de volume et de pression, parce que l'oreille interne, c'est plein de liquide avec des secteurs liquidiens. Et donc, quand il y a des variations de volume d'un secteur par rapport à un autre, ça peut faire dysfonctionner. Après, même au niveau de la recherche, pourquoi est-ce que ça dysfonctionne ? Il y a pas mal de pistes, et peut-être qu'il y a pas mal de dysfonctionnements qui entraînent chacune le syndrome de Meunière. Ça, c'est possible. Et donc, pour revenir sur la santé mentale, effectivement, la maladie Meunière, c'est un excellent exemple pour ça, parce qu'on voit, et probablement dans les deux sens, on voit des patients qui sont stables et qui, au moment d'une difficulté de la vie, ça peut être la perte d'un proche, un burn-out ou autre chose, ça va déclencher une crise. Et à l'inverse, évidemment, le mal-être lié à cette anticipation de la prochaine crise également, parce qu'ils ont une vie qui est tout à fait normale, et d'un moment à l'autre, il y a une crise qui survient. Ça crée évidemment un terrain anxiogène, parce qu'on
On va pas se faire des choses la tête tranquille. On va dire est-ce que parfois ils anticipent tellement. Si jamais j'ai une crise à ce moment-là, est-ce que j'ai la possibilité de m'allonger, de m'asseoir, donc c'est assez complexe. Les deux s'entremêlent en fait. Donc c'est handicapant. C'est un handicap qui se voit pas là. C'est un handicap énorme parce que déjà pendant la crise, c'est probablement l'un des symptômes les plus désagréables, le vertige, parce qu'on a une impression de perte de contrôle. Et je voulais rebondir sur ce que décrivait Christian Chabert. On a même la perception de soi est modifiée. On décrivait l'impression d'être rapetissé, d'avoir les jambes comme des poteaux. Et ça, il y a beaucoup de recherches qui montrent qu'il y a un lien entre la sensation vertigineuse et la perception qu'on a de son propre corps, avoir l'impression de déshabiter son propre corps. Donc c'est des sensations extrêmement anxiogènes. Et puis effectivement, il y a l'entre-crise où tout va bien, mais on sait que c'est tellement cataclysmique et tellement affreux que ça va modifier le quotidien et on va s'auto-limiter par peur de la prochaine crise. Donc c'est extrêmement invalidant. Lequel d'entre vous enlève les petits cristaux dans les oreilles? Ou c'est un mythe? Nous deux. C'est vous deux? C'est quoi ces cristaux? Loïc West. Ouais, non, vous voulez pas? Il y a une recommandation de la chaise qui est sortie en 2000, je sais plus, 18, qui a montré que c'était les ORL équinés, et encore j'appuie sur spécialisé, formé, équipé, et ça je fais attention à ça. Je mets en garde là-dessus, attention, il faut avoir la bonne formation pour reconnaître justement les signes centraux, les signes vasculaires, et ça se fait pas avec un doigt ou pas en regardant par téléphone en visio. Ça se fait vraiment avec un examen clinique où on connaît ce qu'on appelle les drapeaux rouges, c'est-à-dire les signes qui me disent attention, ça les red flags. Les red flags, les fameux red flags. Et je pense qu'un bon kiné vestibulaire, c'est ce qui sait et c'est ce qui ne sait pas. Et ça, je pense que c'est savoir faire la différence entre ce que je peux traiter et ce que je peux pas traiter. Mais à quoi ça sert d'enlever ces cristaux en fait alors? Et donc ces petits cristaux, comme on parlait le niveau de maçon, Christian Chabert parlait d'un niveau de maçon, dans ces petites oreilles, il y a des petites particules, les carbonates de calcium, qui nous permettent d'augmenter le mouvement liquidien qu'on a. Donc il faut imaginer une petite bouteille d'eau, comme quand on bouge, l'eau qui bouge. Et des fois, ces petits cristaux qui augmentent la gravité, l'action de la gravité, se décrochent et vont se balader un peu dans l'oreille interne. Et ce sont des vertiges du coup que vous aurez quand ça longe. Et là, c'est un vertige rotatoire qui va tourner 20 à 30 secondes. Quand je me relève, pareil, un vertige qui va s'inverser au niveau du sens, où on va sentir que ça tourne. Nous, on a les machines qu'il faut pour regarder dans les yeux. Donc, on regarde les yeux dans le noir qui nous permet de voir la manifestation du vertige, ce qu'on appelle le nystagmus. Peut-être, je ne sais pas si on en parlera plus tard. Ah oui, c'est bien ça. Et c'est le mouvement de l'œil dans le noir, sans fixation oculaire, donc attention, toujours avoir les bons outils pour pouvoir diagnostiquer. Et après, une fois que le diagnostic est posé et les risques neurovasculaires écartés, la manœuvre n'est pas très compliquée, mais il suffit de remettre, en bougeant la tête et le corps, d'une façon très spécifique, en respectant l'anatomie. En fait, on fait tourner pour remettre les petits cristaux au bon endroit. Et c'est ça, des cristaux, ça s'appelle vertige paroxystique positionnel bénin. Moi, je croyais que c'était parce que les gens se levaient trop vite de leur lit qu'ils avaient un vertige. Parce qu'il le faisait trop vite en fait. Ça peut arriver ça aussi, mais du coup c'est pas lié à l'oreille interne forcément, c'est plutôt quand on est allongé ou assis, on va avoir le sang qui va être réparti d'une certaine façon et quand on se lève d'un coup, c'est ça. Normalement le corps arrive à compenser ce déplacement du sang, mais parfois on a un peu une perte de sang dans le cerveau parce qu'on s'est levé trop précipitamment. Donc ça peut créer, on revient sur qu'est-ce que le vertige, ça va être une sensation vertigineuse, un inconfort, une impression d'être instable, mais c'est pas ça par exemple, c'est pas l'oreille interne précisément. Moi j'ai une petite histoire drôle. Après la pub, mais il faut dire qu'elle est très drôle. Parce que pour que les gens restent, il veut dire que j'ai une histoire très drôle après la pub. Un cas clinique drôle sur cette histoire justement. Alors j'espère que vous en apprenez sur les vertiges aujourd'hui avec mes invités. Le professeur François Simion est avec nous au ORL à l'hôpital Necker, enfant malade à Paris. Loïc West qui nous a promis une histoire très drôle, kinésithérapeute, en quoi consiste l'humour de kiné, donc spécialisé dans la rééducation vestibulaire. Et puis le docteur Christian Chabert, grâce à qui cette émission a lieu aujourd'hui, créateur du GDR Vertige. Alors, cette histoire drôle, Loïc West. Je vais rappeler le contexte déjà. On parlait de différence entre hypotension orthostatique, donc c'est une sensation de vertigineuse quand je suis allongé et que je me redresse un peu trop vite. J'ai une sensation un peu qui ressemble peut-être plus au malaise qu'au vertige rotatoire.
Et ces vertiges positionnels, donc ces fameux petits cristaux dont on parlait, le vertige paroxystique positionnel bénin. Et donc un jour en consultation, j'ai un monsieur qui vient me voir et qui dit écoutez, ça fait 15-20 ans depuis que je me souvienne, quand je m'allonge j'avais des vertiges, quand je me remontais j'avais des vertiges. Mais j'avais étiqueté ça vertige orthostatique. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le vertige et la trouble vestibulaire, ok, quand je m'allonge et que je remonte trop vite, j'ai un vertige orthostatique, oui, c'est logique. Mais c'est là où on voit la perception de l'anxiété et du stress dans l'état mental du patient, parce que pour lui, il avait un vertige qui durait 20-30 secondes, ça ne le paniquait pas, parce que le vertige orthostatique, c'est pas malade. Et un jour, il avait un examen médical pour du triathlon, il s'allonge chez son médecin, généraliste, il s'allonge, et là, il a son vertige qui tourne avec ses yeux qui bougent, on parlait tout à l'heure des nystagmus. Et le médecin le regarde, mais qu'est-ce qui vous arrive là ? Ah, c'est mon vertige orthostatique. Mais pas du tout, c'est pas du tout un vertige orthostatique, c'est un vertige paroxystique positionnel bénin. Il nous a adressé ce patient, il est venu, en un quart d'heure, on a traité les cristaux, et il m'a dit, mais j'ai plus de vertige quand je m'allonge. Donc là, l'intérêt de sensibiliser les médecins généralistes, tous les professionnels de santé qui sont à même d'être en contact avec les patients vertigineux, pour réadresser, on en parlait tout à l'heure, justement ce réadressage médecin généraliste, ORL et tout, parce que ce monsieur qui pensait avoir un vertige orthostatique était tout à fait normal, pas de panique pour lui, on a traité son vertige, et un mois après, il m'a rappelé, mais j'ai toujours plus de vertige quand je m'allonge. Bah oui, c'est un vertige positionnel bénin qu'on peut traiter facilement. Oui, mais encore faut-il poser le diagnostic. Alors, justement... C'était drôle, du coup ? Voilà, vous êtes... Non, mais c'était bien, c'était intéressant. Enfin, non, mais attendez, c'est pas moi qui vous demande ça. C'était drôle, c'était excellent. C'était excellent. Bon, vous voyez, vous avez un public acquis. Christian Chabert, c'était drôle. Non, Christian Chabert, c'était pas dit que ce serait intéressant pour nous, mais moins drôle. Il rigole. Non, mais ça, c'est de l'humour de tout bib. Voilà. Ça illustre bien cette difficulté du vertige, cette modulation de la sensation par l'anxiété et la nécessité de former tout le monde pour éviter ce genre de choses, que les vertiges, et Christian Chabert va nous en parler, coûtent très cher à nos sociétés, à la Sécu, à nous tous. Donc sensibiliser tout le monde permettra... Pourquoi ? C'est les médicaments qui coûtent cher ? Ça, je vais laisser Christian Chabert qui a fait les biologies. Non, juste, puisque vous avez la parole, je veux dire juste, parce que la majorité des vertiges ont une origine vestibulaire. En quoi elle consiste, la rééducation vestibulaire ? Alors, la rééducation vestibulaire, et c'est là où la kinésithérapie prend tout son sens. La kinésithérapie, c'est le soin par le mouvement. Donc on fait bouger les gens. Je mets de côté les cristaux, pour le coup, il ne faut pas trop bouger, faire les manipulations, et ça marche assez bien, mais le reste des pathologies, quelle que soit l'étiologie, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Christian Chabert et François Simon, une grande majorité des pathologies, il faut faire bouger les patients. On parlait tout à l'heure de l'effet de la sédentarité sur le corps et sur la sensation vertigineuse. La plupart du temps, plus vous bougez, mieux c'est. Là, par exemple, on rentre de vacances, beaucoup de patients que j'avais vus de façon chronique allaient mieux pendant les vacances. Pourquoi ? Parce qu'à Paris, on est souvent entre quatre murs, on bouge moins, on secoue moins, on est moins dans un environnement de stress aussi, mais il bouge plus. Donc plus on va faire bouger le patient, et grosso modo c'est ça, trouver la pathologie du patient, dans quel sens il y a un vertige, et le faire bouger dans ce sens, le faire bouger, tout en respectant bien sûr les symptômes de nausée, de maux de tête et neurovégétatif, mais il faut faire bouger le patient la plupart du temps, de façon très spécifique. On va peut-être pas aller plus loin dans l'explication, mais faire bouger le patient dans sa pathologie. Mais si vous avez des vertiges, vous avez par définition pas envie de bouger. Oui, tout à fait. Et pas de sortir. Donc c'est un cercle vicieux. C'est antinomique. C'est ça. Ouais, c'est contraire. Vous dites je vais faire un vertige, donc je vais pas sortir, je vais pas prendre de risque d'avoir un vertige alors que je suis tout seul. Tout à fait. Et alors on était passé j'avais travaillé à Saint-Antoine avec un ORL spécialisé, et je me souviens que les patients qui avaient justement ce qu'on appelle un déficit vestibulaire, donc une oreille interne qui ne marche plus, ils arrivaient en fauteuil roulant, on les faisait bouger, on prenait la tête, on essayait de les faire bouger pour stimuler un petit peu, et ils arrivaient à repartir en poussant la chaise roulante. Donc faire bouger le patient, ce sera le maître mot souvent en rééducation vestibulaire. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des médicaments pour les vertiges ou pas ? Alors... Là, on est un peu dubitatif. Effectivement, il y a des médicaments aujourd'hui. Voilà. François Simon pourra nous en parler. Il y a des médicaments qui sont prescrits. Aujourd'hui, leur efficacité pose problème, effectivement. Tout simplement parce que, on le dit depuis le début, on ne connaît pas les causes. Donc, à partir du moment où vous ne connaissez pas les causes, il est difficile de cibler un mécanisme physiopathologique avec une molécule particulière. Donc, c'est sur quoi les chercheurs travaillent aujourd'hui. On essaie de comprendre
reproduire des modèles de pathologie et essayer de voir comment, en testant des molécules, comment on pourrait réduire les risques de faire ces atteintes-là, ou de trouver des solutions pour pas qu'il y ait de récidive, par exemple. Mais encore, on est très très loin. Hein. Et là, on ne parle que du côté pathologique. Tout à l'heure, on va parler aussi des patients. J'aimerais allez-y, parce qu'on arrive à la fin de l'émission sur les patients. Alors, dans le GDA Vertige, justement, donc, il y a un consortium, un réseau thématique du CNRS, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure. On a fait rentrer aussi, j'ai souhaité faire rentrer des associations de patients. Il y a 3 grandes associations de patients en France. Et ce qu'ils nous disent, eux, ils nous parlent de la maladie, de la crise qu'on a évoquée tout à l'heure, des crises, etc. Mais finalement, il y a bien au-delà. C'est-à-dire que la crise, c'est une chose, mais il y a l'entre-crise. Et il y a les moments où on a peur, où on vit avec ce handicap et où on va petit à petit se recroqueviller sur soi. Donc c'est les répercussions que la maladie a sur la qualité de vie des patients. Exactement. C'est ça que vous êtes Encore en train une de fois, nous parce expliquer. que quand on touche au vestibule et à la fonction de l'équilibre, on touche toute notre interaction avec l'environnement. C'est difficile de prendre son enfant, de le soulever, c'est difficile de se rendre dans la chambre, d'aller aux toilettes, etc. Donc à partir de là, les gens vont commencer, ces patients-là nous font état de peur qu'ils ressentent eux. Mais encore très dur à vivre pour eux, c'est ce que voit leur entourage familial ou professionnel. Et ça, c'est une très forte plainte des patients. C'est-à-dire que, et on finira sur la semaine du vertige, pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour justement sensibiliser les patients, mais les non-patients. Des patients qui ont des vertiges, c'est des gens qui souffrent et qui ne savent pas si dans quelques minutes ils vont avoir une autre crise. Et donc, il y a un repli sur soi. Et souvent, les patients nous disent, mais autour de moi, on me dit que je catastrophise. Bah oui, je saigne pas, et j'ai pas le bras d'écharpe, comme tu l'as cité tout à l'heure. En fait, on a à tout moment, ça peut bouger, on peut tomber. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre. C'est le principe des handicaps invisibles. C'est un handicap invisible. Donc l'entourage au travail, c'est difficile. L'entourage à la maison, c'est difficile. Et nous, on essaie par cette action-là de cette semaine de sensibiliser partout les gens. Donc vous verrez dans les pharmacies et ailleurs des affiches, dans les cabinets aussi d'ORL et de kiné, des affiches justement pour dire attention, le vertige, ça existe. Et il y a les moyens de les prendre en charge aujourd'hui. Bien que, encore, on doit vraiment pousser sur la recherche, on va le dire. Il y a beaucoup de recherches sur les hormones et le lien qu'il y a avec les vertiges. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Alors non, il y en a très peu. Non ? Il y en a très peu, mais depuis, disons, une quinzaine d'années, on essaie de s'engager, les chercheurs que je représente là, essaient de s'engager sur des voies pour essayer de mieux comprendre l'étiologie, les causes. Il s'avère que l'observation de la patientèle de nos collègues montre que dans certains cas, on va avoir des vertiges qui sont liés à des périodes de règles chez la femme ou à la période de ménopause aussi. Par exemple, ça, on le sait. On n'a pas encore fait le lien, malheureusement, tout simplement parce qu'on manque de moyens. On manque de moyens pour s'engager sur ces thèmes-là, de moyens financiers, j'entends. Mais pas que. On sait que en hypothyroïdie, on a fait une étude il n'y a pas très longtemps, en hypothyroïdie, les patients hypothyroïdiens, on va trouver une exacerbation des symptômes vertigineux chez eux. On sait que peut-être il y a un lien avec le diabète aussi. Donc on est au début d'une grande recherche, on lance des programmes sur le thème hormones et vertiges, c'est une des équipes du GDA Vertige travaille là-dessus, et en espérant qu'on va pouvoir mettre en évidence ce lien. On a une étude qui se lance avec l'hôpital Lariboisière à Paris et l'hôpital de Munich là, maintenant, où on va systématiquement, sur différents types de cohortes de patients, prélever du sang et faire des dosages sanguins, voir s'il n'y a pas des profils particuliers qui vont permettre malheureusement l'arrivée de ces vertiges-là, ou au contraire, chez des patients, une capacité à compenser très rapidement, mieux que les autres. Voilà, donc c'est l'exploratoire et on s'engage là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un qui sent la crise de vertige arriver ? C'est quoi la meilleure attitude ? Faut quoi ? S'asseoir, marcher, boire un verre d'eau ? Pendant la crise, déjà, il y a une grosse différence entre un patient qui a déjà eu des crises, donc qui arrive à les caractériser. Ça peut arriver avec le vertige positionnel paroxystique bénin dont on a parlé, qui se traite bien, mais qui peut parfois revenir. Donc les patients qui reconnaissent la crise, évidemment, ils peuvent avoir des habitudes où ils savent à peu près ce qui va se passer. Donc voilà, chaque vertige est vécu différemment et même peut évoluer d'ailleurs. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Et après, l'autre cas de figure, c'est le vertige inaugural. C'est le patient qui n'a jamais eu de vertige et qui a un vertige.
Et donc là, effectivement, ils peuvent être, encore une fois, c'est ça la difficulté du vertige, c'est que ça peut s'exprimer de façon très très différente. On peut avoir juste la sensation désagréable, on peut avoir la personne qui n'arrive plus à se lever du tout, qui n'arrive pas à marcher. Et donc, en fonction de la gravité, évidemment, le réflexe peut être d'aller aux urgences tout de suite, ou de chercher un spécialiste, un ORL ou une rééducation de kiné. Mais c'est la grosse différence, je dirais. Est-ce que ça peut passer tout seul, finalement ? C'est-à-dire la maladie vertigineuse, est-ce que ça peut disparaître comme ça, du jour au lendemain, comme c'était arrivé ? Ou pas ? Ça dépend de la pathologie, comme ce que vient de dire. Puis vous distinguez la crise et la maladie sous-jacente. C'est-à-dire que la crise, elle va forcément disparaître à un moment donné, parce que le cerveau va compenser, parce que l'origine de la crise va passer. Mais après, la question, c'est est-ce qu'il y a une maladie sous-jacente ? Est-ce que c'était juste un événement ? Et puis il y a plein, malheureusement, de vertiges où on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Donc il y a eu un vertige, et puis après, il n'y a plus jamais de vertige. Très bien, quelque part. Mais effectivement, parfois, il y a des maladies sous-jacentes, et c'est là où il faut les caractériser et essayer d'aller vers un traitement et de comprendre et d'avancer en ce sens-là. Mais la crise, oui, elle passe, mais la question, c'est est-ce que ça va revenir ? Quelle est la cause ? Voilà. Et le gros souci, c'est que chacun est différent. Chacun a des capacités différentes, des corps différents. Et le problème, c'est le patient qui vient et qui dit « Je comprends pas, ma voisine, ma copine, chez le coiffeur, on m'a dit que mon vertige est passé en une séance de rééducation ou de manipulation chez un ORL. Moi, je sais pas, ça fait longtemps. » Donc chaque corps est différent, il y a des pathologies différentes, le diagnostic est compliqué. Donc c'est notre gros problème, c'est la comparaison des patients entre patients. Où j'ai vu sur Internet que ça se traite en 2 fois. Donc c'est ça que c'est... maintenant, il y a Internet, ça c'est... Et c'est là où c'est compliqué de répondre à ces questions. On ne peut pas savoir. Bien, en tout cas, oui, Christian Chabert. Oui, si j'ai 2 minutes, je vais juste rajouter un petit point sur ce que l'on vient de dire dans cette émission. On n'a pas parlé de ce que ça représente en termes de volume. Effectivement, ça a été juste évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on est en train de faire des études épidémiologiques pour savoir quel est le nombre de patients qu'on a en France. On ne sait pas vraiment encore, on ne savait pas encore jusqu'à très récemment. Mais aujourd'hui, c'est à peu près 1 million de patients tous les ans qui vont consulter des spécialistes du vertige. D'accord ? Donc, des pathologies dont on vient de parler. C'est beaucoup. Aux États-Unis, une étude depuis il y a 2 ans, en 2020, a montré que le coût pour la société de la prise en charge de ces vertiges, c'est 151 milliards de dollars. 151 milliards de dollars, c'est 2/3 du coût direct de la prise en charge directe du diabète. Donc, ça veut dire que c'est énorme. D'accord ? Aujourd'hui, on est en train de travailler là-dessus avec des collègues de Munich, justement, pour essayer, pour utiliser les données du Système national des données de santé. Et on pense qu'on est de l'ordre de 5 à 6 milliards d'euros annuels pour notre coût sociétal, ce qui fait entre 3 et 4% de l'ensemble de nos dépenses de santé. Donc il est urgent vraiment qu'on puisse pousser la recherche dans ce domaine-là. Cette semaine de l'équilibre de vertige, elle est faite aussi pour ça, pour sensibiliser les instances en disant attention, c'est pas des maladies bénignes et ça a un coût très important. Ne connaissant pas trop la pathologie, on a tendance à faire beaucoup d'IRM, à faire des choses comme ça. Ça a un coût. Si on connaît mieux la pathologie, on va aussi réduire le coût. Et le passage aux urgences aussi. Le passage aux urgences. Il me semble que c'est 3 à 5% des passages aux urgences. Le vertige. C'est ça. Donc c'est énorme. C'est énorme. Bien, en tout cas, c'est la semaine de l'équilibre et du vertige. Alors, c'est en France ou c'est mondial ? C'est mondial. Alors, on l'a créé en France il y a 2 ans. Ouais. Et ça s'est étendu, comme vous l'avez dit, au Maghreb. Donc, et puis à 10 pays européens cette année. Donc on est très heureux de ce succès. Mais initialement, c'était nord-américain. C'était quelque chose de initialement, c'est l'association des ordres vestibulaires américaines qui a une quinzaine d'années l'a lancé. C'est quelque chose de mondial. Bien, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.